Angélique de Langzin, bonjour. Bonjour Hélène. Bienvenue aux Échos du vin. Vous êtes cofondatrice d'Ideal Wine, premier acteur français et européen de vente aux enchères de vin. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler d'investissement dans le vin. Alors le marché des grands crus s'est très fortement valorisé ces 10 dernières années, mais avec la forte hausse des prix des primeurs ces toutes dernières années, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est moins intéressant aujourd'hui d'investir dans le vin que ça ne l'était auparavant ? Ça reste très intéressant aujourd'hui d'investir dans le vin. C'est vrai que les performances ont été assez exceptionnelles au cours des 10, 15, 20 dernières années. La différence peut-être aujourd'hui par rapport à ce qui pouvait avoir lieu dans les années qui ont précédé, c'est qu'aujourd'hui, il faut être de plus en plus connaisseur. Je dirais en tout cas amateur et passionné et suivre ces investissements de près. La valorisation n'est plus automatique. Alors quels sont les vins justement qui ont fait les plus belles performances cette année aux enchères ? Vous avez des vins dans toutes les régions qui ont bien performé. La région de Bordeaux est peut-être celle qui s'est montrée la plus stable et peut-être la moins brillante dans ce domaine. Mais vous avez quand même Pétrus qui reste une valeur sûre, un vin d'une telle rareté dès sa vente en primeur que la valorisation est toujours au rendez-vous. Après, dans toutes les régions, vous avez des pépites. En Bourgogne, les Chambertin de chez Rousseau. En Vallée du Rhône, Châteauneuf-du-Pape, le château Rayas, qui reste vraiment une valeur mondialement recherchée. Dans la vallée de la Loire, des pépites moins connues du grand public, mais vous avez par exemple la Saumur-Champigny, le Clos Rougeard, qui enflamme toutes les ventes aux enchères. Donc dans chaque région, vous avez vraiment des domaines qui ont bien performé. Alors est-ce qu'il vaut mieux investir en fait dans les vins iconiques, ou alors est-ce qu'il vaut mieux au contraire miser sur les pépites, les stars montantes aujourd'hui ? C'est une question de répartition du risque, entre guillemets, de la même manière que pour un portefeuille d'actions, vous allez répartir vos achats entre des valeurs pères de famille et puis des valeurs un petit peu plus spéculatives. Vous avez intérêt en fait à acheter une bonne part de vins qui vont se revendre le plus facilement sur le marché international. Je pense tout particulièrement évidemment au vin de Bordeaux. Et puis vous allez doper après les performances de votre portefeuille vin avec des pépites que vous allez aller chercher dans les différentes régions qui aujourd'hui ont dans chacune des régions, vous avez des têtes de pont qui ouvrent la voie aux acheteurs et aux amateurs mondiaux qui braquent les projecteurs sur ces régions et qui font qu'il est urgent de s'y intéresser. Alors, quelles sont vos prédictions, justement ? Est-ce que vous pourriez nous citer quelques pépites qui, selon vous, vont fortement se valoriser à l'avenir ? Alors, je pense effectivement à la région de la vallée du Rhône qui avait longtemps été un petit peu laissée de côté parce qu'il y a eu un engouement très fort sur les vins de Bordeaux jusqu'à il y a à peu près 3-4 ans et notamment avec une demande très tirée par l'Asie. Ensuite, elle a donné place à un engouement et même une spéculation assez forte sur les vins de Bourgogne qui durent toujours compte tenu de la rareté des vins. Et pendant ce temps-là, le Rhône était complètement laissé à l'écart. Donc aujourd'hui, on voit revenir sur le marché notamment le marché américain très, 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 très actif et très demandeur de grandes cuvées du Rhône. Donc, je vous ai parlé de Châteauneuf-du-Pape. Vous avez un certain nombre de domaines dans cette appellation qui sont intéressants à suivre. Et vous avez également au nord de la région les grands vins de Côte-Rôtie et d'Hermitage. Je pense particulièrement en Côte-Rôtie, évidemment, aux cuvées Prestige de Guigal, mais aussi celle du domaine Jamais. Ou en Hermitage, le domaine Chave. Vous avez également l'appellation Cornas, qui est très, très recherchée par les Américains, les vins des domaines Clap et Thierry Allemand, par exemple. Donc ça, c'est vraiment une région intéressante à suivre. Après, vous avez dans la vallée de la Loire, vous avez un certain nombre de domaines vraiment intéressants, notamment vous avez des grandes cuvées de blanc qui sont produites dans la vallée de la Loire, qui sont, contrairement à ce qu'on pourrait penser, des vins qui peuvent se garder. Avec des domaines iconiques comme le domaine d'Agneau ou ce fameux Clos Rougeard qui a une cuvée de Saumur blanc très recherchée. Mais vous avez plein d'autres domaines qui émergent dans toutes les appellations. Je pense au domaine Cotta à Sancerre. C'est pas tellement émergent, mais enfin disons que les prix ne cessent de grimper. Vous avez à Vouvray le domaine Huette, par exemple, à Montlouis, les domaines Chiden, Taillolou. En fait, tous ces domaines en plus sont portés par une rareté malheureusement
tristement qui s'accroît avec des phénomènes de gel, des conditions climatiques difficiles sur les derniers millésimes qui font qu'on a des toutes petites productions. Donc ça, ce sont vraiment des domaines à suivre. Et puis après, vous avez tous les vins du Sud. Alors dans le Sud, j'englobe à la fois le Languedoc, avec par exemple le domaine de la Grange des Pères, qui fait l'objet d'un engouement mondial aujourd'hui. Vous avez également dans le Roussillon les domaines Gobi, Montcalmès. Vous avez des inclassables comme le domaine de Trévalon, le Mas d'Omas Gassac, et puis un petit peu plus au sud, les grands vins de Bandol avec Tempier, puis Barnon. Donc là, vous avez des vins de très longue garde. Ces vins du sud, notamment, enfin surtout les rouges, sont des vins vraiment que l'on voit s'apprécier, nous, sur des millésimes plus anciens aujourd'hui. Donc c'est le signe que ces vins sont à rechercher. Ils vont continuer à se valoriser. Absolument. Bon, et les enchères sont très gourmandes en frais, les commissions notamment, 20% de commissions. Est-ce que du coup, passer par les enchères pour se procurer du vin, ça oblige à investir dans des vins plus risqués? C'est plus, je dirais, une question de durée d'investissement qui fait que voilà, c'est pas un investissement court terme, c'est minimum 5 ans, plutôt 8-10 ans, la perspective de valorisation, sachant qu'effectivement, plus vous prendrez de risques sur des régions pépites, moins traditionnelles que Bordeaux, par exemple, plus vous pourrez rapidement obtenir un retour sur investissement. Mais c'est vrai que les frais ne sont pas négligeables. Et en plus de ça, il faut aussi, c'est un investissement qui fait qu'il faut conserver les vins et il faut mettre toutes les conditions pour que les vins se conservent bien jusqu'à la revente. Alors, quelle rentabilité on peut attendre d'un placement vin ? Alors, si on prend justement dans les valeurs père de famille, je vais vous donner un exemple à Bordeaux avec un millésime assez classique, pas un mauvais millésime, pas un millésime star comme 2004 par exemple. Si vous aviez acheté tous les vins du CAC 40 de Bordeaux, c'est-à-dire les 40 vins les plus prestigieux de Bordeaux, et si vous aviez acheté ces vins de 2004 en 2008, vous auriez obtenu un rendement à aujourd'hui de 54%, dont il faut effectivement retirer les frais de revente, une quinzaine de pourcents. Donc là, vous êtes encore à peu près à 40% de valorisation par rapport à un investissement que vous auriez fait il y a 8 ans. Une bouteille achetée 100, aujourd'hui vaudrait 140. 140 euros, oui. À comparer au CAC 40 qui, lui, le vrai CAC 40, qui, lui, a perdu une bonne vingtaine de pourcents dans la même période. Et alors, quels sont, selon vous, les principaux risques de l'investissement dans le vin ? Alors, des risques physiques, comme je l'ai évoqué, la conservation des vins. Donc ça, c'est extrêmement important de conserver ces vins dans une cave à bonne température, bon degré d'hygrométrie et une cave très sécurisée. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut avoir choisi des millésimes de bonne garde, de bonne conservation. On ne sait jamais vraiment combien de temps il va falloir conserver ces vins pour pouvoir en tirer le meilleur prix. Donc vraiment privilégier les vins et les millésimes de bonne garde. Et puis, je dirais, il faut vraiment surtout entretenir sa passion. Le risque, c'est de se désintéresser et de moins suivre. Il faut absolument suivre l'apogée des vins. Un vin, et le prix d'un vin suit très exactement la courbe de l'apogée du vin. Une fois que cet apogée est dépassé, le prix risque de s'en ressentir. Et est-ce qu'il n'y a pas des risques spéculatifs autour de l'investissement dans le vin ? Alors, sur certains très grands millésimes qui sont annoncés comme tels, c'est peut-être là où on peut avoir des risques de spéculation. On l'a vu ces dernières années, à la fin des années 2000, quand on a vu effectivement la demande asiatique croître et même véritablement exploser à partir du moment où Hong Kong a ouvert les portes au vin en supprimant les taxes d'importation. Et là, il y a eu un véritable appel d'air et on a eu le sentiment que tous les vins se vendraient, les grands vins de Bordeaux et tout particulièrement l'un d'entre eux à Pauillac, le Château Lafite, se vendraient à n'importe quel prix. Donc là, il y a des risques effectivement de spéculation. Ils sont quand même très, très limités, très identifiés. Après, le risque, je dirais plus, c'est d'acheter le vin trop cher en fait. Si il y a l'idée qu'un marché va s'ouvrir, qu'un nouveau marché va s'ouvrir, que la demande va exploser et qu'on achète mal et qu'on achète trop cher, c'est là où il y a un phénomène qui peut s'avérer négatif pour l'investisseur. Et est-ce que vous partageriez avec nous un vin coup de cœur, une bouteille qui vous plaît beaucoup et qui vaut moins de 15 euros ? Alors, je vous ai
vous ai apporté cette bouteille du château de Carles, en fait, pour vous montrer. En fait, le château de Carles, c'est un domaine qui se trouve à Fronsac et qui propose une cuvée, effectivement, à moins de 15 €, qui est la cuvée du château de Carles, et pour les grands jours, la cuvée Haut Carles, qui est une cuvée prestige, qui est un petit peu plus chère. Et je trouve que ce vin incarne parfaitement l'anti-Bordeaux bashing, c'est-à-dire un vin qui apporte beaucoup de plaisir et qui, malgré tout, reste à des niveaux de prix tout à fait modiques par rapport à l'image qu'on peut avoir des grands vins de Bordeaux, hors de prix, inatteignables. Voilà. Angélique de Langzin, merci beaucoup. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Échos du vin.